aujourd'hui, les publics, que ce soit sur le sport ou la musique, ils viennent pas seulement voir un concert, ils viennent vivre une expérience complète. Lady Gaga était dingue. 4 shows dantesques, du spectacle incroyable, une voix incroyable, une authenticité aussi chez l'artiste. Donc ça marque forcément. C'est tout à fait pris en compte, puisqu'on voit bien à quel point les fans aiment partager leur expérience. J'y étais et je le partage. Donc on crée les conditions. Bienvenue dans Brand Zone, le podcast de ceux qui construisent l'influence. On décrypte les parcours, les visions et les stratégies de ceux qui transforment l'attention en impact. Bonjour, dans Brand Zone, aujourd'hui nous recevons Laetitia Iriart. Donc Laetitia, tu es directrice marketing, communication et digital groupe chez Paris Entertainment Company, donc qui regroupe 3 salles de spectacle, le Bataclan, l'Accor Arena et l'Adidas Arena. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà en quelques mots te présenter, parce que tu as un parcours un peu atypique, je crois que tu as commencé à la FFT notamment, où tu as passé pas mal de temps, et ensuite tu as rejoint du coup Paris Entertainment Company. Tout à fait, alors j'ai commencé même un peu avant la FFT, j'ai intégré tout d'abord une agence de communication corporate et de communication de marque, qui s'appelait Harrison & Wolff, qui faisait partie du groupe de com TBWA. J'ai ensuite rejoint la Fédération française de tennis, en effet, d'abord en tant que planeuse stratégique. Et puis j'ai pris un peu plus tard la direction des marques. Donc je m'occupais de Roland-Garros, des marques Coupe Davis Fed Cup et de ce qui a été le BNP Paribas Masters, puis le Rolex Paris Masters. Et enfin, j'ai rejoint en effet l'Accor Arena il y a de ça presque 8 ans maintenant. Alors, on évoquait lors d'un call préparatoire ensemble que maintenant, en fait, dans les salles de spectacle, ça devient aussi une vraie expérience. C'est justement un peu l'objet du podcast qu'on va faire, parce que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on fait vivre dans une salle. Est-ce que l'expérience à la FFT, notamment ce que tu as appris ou ce que tu as mis en place à Roland-Garros, ça t'a servi dans les salles de spectacle ? Ça m'a complètement servi. En fait, je suis arrivée à l'origine pour m'occuper des marques. On avait une marque fabuleuse, Roland-Garros, qui est une marque naturelle, qui s'est fait toute seule au fil des années. Quand je suis arrivée, les marques partenaires avaient un peu pris le pas. Et puis c'est vrai qu'on comprenait plus vraiment quelle était l'identité réelle de Roland-Garros. On était à une période importante, puisqu'il s'agissait à l'époque de choisir où Roland-Garros allait agrandir son stade. Et pour ça, il fallait se reposer un peu sur les fondamentaux de la marque, parce que finalement, Roland-Garros, il y a un mythe derrière, mais personne n'était forcément capable de dire en quoi il consistait exactement. Donc, on a fait tout un travail de repositionnement de la marque. Et puis, on a redesigné à l'époque le stade pour le rendre conforme à, justement, au mythe, à la légende. D'ailleurs, on a intégré beaucoup plus de légendes à l'intérieur du stade. On en a fait un espèce de musée à ciel ouvert, pour autant très ancré dans son époque. Et l'expérience à Roland-Garros s'est installée finalement partout, c'est-à-dire que dès l'entrée, le public sent qu'il est à Roland-Garros. Ça passe dans les parcours, par le design, ça passe par les animations, ça passe par les contenus sur les écrans. Voilà, c'est tout un parcours qui est installé autour même du show principal, que sont évidemment les matchs de tennis et ce beau tournoi. Donc tout ça m'a servi clairement, et c'est la raison d'ailleurs un peu pour laquelle on m'a demandé de venir à l'Accor Arena à l'époque pour faire la même chose. On avait besoin de faire de cette salle qui était mythique une marque qui puisse devenir aussi le prisme par lequel on passe un petit peu l'intégralité de tout ce qu'on imagine, les services, les offres. Tout devait être mis en cohérence, et je pense que c'est ça que j'ai appris à faire aussi bien à Roland-Garros et que j'ai tâché de faire à l'Accor Arena. Et donc maintenant, tu as 3 salles. Est-ce que tu peux nous redonner un peu les 3 ADN de chaque salle avec les capacités pour qu'on voit un peu l'importance de... Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a désormais 3 salles qui ont chacune un positionnement distinct. Alors, mon travail, en réalité, c'est de faire de ces salles des marques. Quand je dis ça, c'est faire de ces salles une marque à l'identité forte, avec un ton, un message, une promesse, une expérience qui soit distincte de l'une à l'autre, et qui soit distincte aussi de celle qu'on peut vivre dans d'autres salles. L'Accor Arena, c'est un petit peu la salle mère, la marque mère, celle qui a construit la légende, celle par laquelle tous les grands artistes sont passés,
C'est la salle à la programmation diversifiée qui permet à autant de publics différents de venir et de construire des souvenirs autour de cette salle depuis plus de 40 ans maintenant. L'Adidas Arena, c'est la toute nouvelle, la toute neuve. Elle est née dans le cadre des Jeux Olympiques, elle a été construite pour les Jeux. Donc on a tenu à fonder son identité sur les raisons pour lesquelles aussi elle était là. Elle était construite dans le quartier de la Porte de la Chapelle, qui est un quartier en rénovation urbaine forte, qui est un enjeu majeur pour la ville. Donc c'est comme ça qu'on l'a inscrite. C'est pour ça qu'on en a fait une salle résolument urbaine, avec des sports urbains, avec la musique urbaine, et que tout à l'intérieur respire finalement cette identité. On a travaillé avec des artistes. Voilà, quand on se promène à l'Adidas Arena, on comprend vraiment où on est. Et enfin, le Bataclan, qui est dans l'ordre la petite dernière qu'on a intégrée, mais pour autant qui est la salle qui a la plus grande histoire. Elle a fait 160 ans, en l'occurrence, l'année dernière. Bataclan, c'est une salle qui est mythique aussi par son histoire forte de 160 ans, forte d'une programmation extrêmement variée, parce qu'il y a vraiment eu de tout. Au Bataclan, ça a été un théâtre, ça a été une salle de concert qui a été éminemment rock aussi. C'est pour ça qu'on a choisi de la repositionner, pour le coup, dans l'esprit rock, un petit peu insolente, un petit peu... Et on a, à travers ça aussi, intégré évidemment l'histoire, et également l'histoire aussi dramatique de ce lieu, pour essayer d'en faire un lieu de mémoire où la musique continue de résonner aussi en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans cette salle. On y reviendra, mais à l'origine, c'est vrai que quand on prenait une salle, enfin quand un producteur prenait une salle, c'est surtout par rapport à sa capacité. Pourquoi aujourd'hui c'est important de repenser un peu le parcours client, en tout cas des invités, des spectateurs ? Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée à l'Accor Arena, notre directeur général avait coutume de dire finalement, l'Accor Arena, c'est un peu comme un garage dans lequel on programme des concerts et des événements sportifs, et ça suffit pas, ça suffit plus, définitivement plus. Aujourd'hui, les publics, que ce soit sur le sport ou la musique, ils viennent pas seulement voir un concert, ils viennent vivre une expérience complète qui commence un peu avant, qui évidemment trouve son paroxysme pendant, et puis qui se poursuit un peu après. Il faut que, à partir du moment où il entre finalement dans les lieux, tout son parcours résonne autour de l'événement qu'il va vivre, pour qu'il puisse en garder le souvenir le plus mémorable possible. C'est un lieu de connexion aussi. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a d'autant plus compris au moment du Covid, lorsque les gens ont été privés de concerts, de sport, de ces moments d'émotion et d'union. En fait, c'est la force un peu des salles. Et en effet, le show ne suffit plus en lui-même. Alors, comment tu fais pour adapter ton parcours, puisque la force aussi de l'Accor Arena et de l'Adidas Arena, c'est que vous êtes un peu multicasquette. C'est à la fois concert, sport, et je pense aussi notamment parfois aux conférences, notamment avec l'événement de la BPI. Comment tu adaptes justement ton parcours client, spectateur, pardon, avec justement le format d'événement que vous recevez Alors d'abord, en fonction du format de l'événement, on a des salles qui sont extrêmement modulables. C'est la grande force de l'Accor Arena et maintenant de l'Adidas Arena de pouvoir se moduler en fonction des événements qu'elle accueille. Historiquement, l'Accor Arena sait extrêmement bien faire ça. On a connu le Palais Omnisport de Paris-Bercy qui se transformait tantôt pour recevoir de la voile, tantôt une piste de bicross, tantôt des concerts. Et nous, aujourd'hui, on le vit encore, ça, cette transformation absolument dingue qui peut nous faire passer d'un terrain de basket à un concert le lendemain. C'est la force de la salle. Donc ça, d'abord, pour le cœur du show, en effet, la modularité compte énormément. Et ça, on a des équipes vraiment qui savent très bien faire ça. Et la salle s'y prête. Ensuite, sur l'adaptation du parcours. Alors, le parcours, il va être dans sa cohérence. C'est-à-dire, on doit sentir qu'on est à l'Accor Arena. Donc ça, quel que soit, j'ai envie de dire, l'événement auquel on vient assister. En revanche, en fonction de l'événement, on ne vit pas tout à fait la même expérience en concert et en sport. La différence, c'est que souvent, le sport se vit sur toute une journée, parfois sur 2 jours. Tandis que le concert, il commence à une certaine heure, il termine à une autre. Et à partir du moment où les gens rentrent en salle pour un concert, ils ne sortent pas vraiment de la salle. C'est différent pour le sport. On consomme le sport autrement. Donc, on s'adapte. On s'adapte sur la partie service, sur la restauration, sur la food. On s'adapte sur les animations. On permet aussi des temps de relâche, notamment sur le sport, où les gens peuvent sortir, profiter de certaines animations. Sur le concert, ça se passe plutôt avant.
les animations sur le parcours. On les immerge un peu dans le concert qu'ils vont vivre. Par exemple, on a des troupes de danse qui créent des happenings dans la galerie, dans les espaces hospitalité. On a des séances de make-up parce qu'on sait aujourd'hui à quel point le look compte sur les concerts. Donc, on accompagne aussi les fans et les influenceurs dans ce genre d'animation. On a des photocalls au thème qui reprennent les thématiques des concerts, enfin des artistes qui sont venus voir pour leur faire vivre quelque chose. On a de l'écoute immersive. On a testé ça sur le concert de Rosalia il n'y a pas très longtemps. Une salle dans laquelle on se pose un peu en mode cocon et on a un son extrêmement qualitatif et on vient écouter l'album en fait, de son artiste juste avant dans un environnement en fait, qui s'y prête, posé. Voilà. Ce qui, dans une salle de concert avec 18 000 personnes, peut être quand même intéressant. Est-ce qu'on peut dire maintenant que les salles de concert deviennent aussi des médias ? C'est-à-dire que, par exemple, parce que pour chaque salle, vous avez mis des comptes, je sais pas, Instagram, TikTok, etc., sur lesquels vous postez du contenu. Oui. Et comment vous faites justement un peu ces contenus ? Est-ce que c'est à travers vos événements, ce que vous mettez en place ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on devient un média dans le sens où on crée du contenu un peu tout le temps. Avant, on prépare le show, on fait monter un petit peu l'attente. Et puis, pendant, on s'attache, alors nous, pour le coup, à essayer de faire vivre des choses un peu différentes de ce que les médias traditionnels qui viennent aussi peuvent faire vivre. Alors, quand on peut avoir des accès un peu privilégiés au backstage, aux coulisses, quand on peut rencontrer certains artistes. Alors forcément, ça fonctionne bien, c'est pas toujours le cas. Mais aussi, on connaît notre salle, donc on sait faire vivre des expériences un peu autrement en termes de contenu. Donc c'est vrai qu'on le fait beaucoup, on le fait aussi pour que les gens puissent revivre aussi le show après. Donc on est un média de ce point de vue-là, c'est vrai, à faire vivre du contenu tout le temps. On est un média aussi pour les marques qui nous rejoignent. On a des marques partenaires. Pour elles, c'est intéressant d'avoir un public, 18 000 personnes pour l'Accor Arena ou 8 000 pour l'Adidas Arena. C'est vrai que c'est un public captif qui, à un moment donné, va rencontrer la marque qui, aujourd'hui, cherche à faire vivre... cherche plus seulement à avoir de la visibilité. En fait, elle veut faire vivre une expérience qui soit cohérente avec ce que les gens sont venus chercher et pour s'intégrer elle-même dans l'histoire et marquer les esprits. Alors, tu parles justement des partenaires. Donc, la plupart des partenaires ont aussi des loges. On parle souvent des loges comme un lieu de business. Est-ce que c'est vrai, du coup ? Et comment on peut aussi... comment tes partenaires peuvent générer ou fédérer leurs clients ou des prospects sur ça ? Oui, alors en effet, on a ce qu'on appelle, nous, des espaces hospitalité. Mmh. Donc, ça peut être des salons, ça peut être des loges, en effet. Nos partenaires ont des loges ouvertes sur la salle, d'ailleurs, les loges qu'on appelle le panorama. Alors, comment ça génère du business ? Eh bien, vous mettez ensemble des gens qui vont vivre des émotions fortes. À coup sûr, en réalité, ça crée des liens extrêmement différents d'un meeting un peu classique. Donc, ils invitent leurs clients, ils invitent parfois leurs employés, ils invitent des influenceurs, ils invitent des gens qui sont susceptibles de faire briller aussi leur marque. Et puis, on crée un relationnel qui est quand même extrêmement différent quand on invite les gens sur leur terrain de passion. Donc, ça crée des opportunités business, très certainement. C'est un vrai moment de networking, de réseau. Et ça, les marques l'ont bien compris. C'est aussi pour elles une façon d'être là où sont leurs clients en venant sur notamment des concerts ou des événements qui correspondent aussi à leurs valeurs et à leurs messages. Et est-ce que toi, par exemple, tu invites aussi des clients, des prospects sur lesquels tu leur fais vivre une expérience pour leur faire visiter ta salle, leur faire un peu découvrir ? Tout à fait. Tout à fait. Nous aussi, on invite... Alors, il y a souvent beaucoup d'influenceurs qui sont invités par les marques partenaires notamment, pour leurs propres opérations. Mais nous, on invite aussi des influenceurs. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire vivre l'expérience qu'on a envie de faire vivre à nos publics, à ces influenceurs, pour qu'ils puissent aussi la rendre visible pour tout leur public, tous leurs fans qui les suivent. Donc, on va pas les inviter uniquement comme ça. On va souvent intégrer à l'intérieur une expérience réelle. Par exemple, nous, on utilise beaucoup pour nos opérations influence l'appartement vue scène,
qui est une double loge en fait qu'on a radicalement transformée. À l'Accor Arena, pardon. Oui, l'appartement, c'est un décor d'un appartement haussmannien. D'ailleurs, on y entre comme dans un immeuble haussmannien avec la sonnette, les portes, le hall haussmannien. Et puis, on pénètre dans un véritable appartement avec tout ce qui va bien, l'entrée, les vestiaires, le grand bar au milieu de la pièce, du salon, de la salle à manger. Et on se rend sur le balcon haussmannien pour assister au concert. Spectacle. Exactement. Et ça, souvent, c'est une expérience assez forte parce que, en effet, les influenceurs sont bluffés, aiment se faire prendre en photo dans ce décor, font leurs propres vidéos. Et ça, pour nous, c'est important parce que, en fait, aujourd'hui, les hospitalités, c'est ça. Il faut surprendre. Il faut donner à vivre une expérience en plus de ce qui se passe sur scène. Alors, est-ce que parfois tu benchmarks un peu ce qui est fait à l'étranger ? C'est vrai qu'on plébiscitait souvent à l'époque les spectacles, notamment les matchs de basket aux US, que c'est un vrai show. C'est-à-dire que dans les mi-temps, par exemple, il se passe plein de choses. On voit maintenant que ça commence un peu à se faire. Est-ce que tu t'inspires aussi un peu de ce qui peut se faire à l'étranger ? Alors oui, complètement. Alors sur la partie show, pas forcément, parce que c'est pas nous qui produisons tous les shows qui sont organisés chez nous. En revanche, on s'en inspire typiquement beaucoup sur la partie hospitalité, parce qu'ils ont compris assez tôt. J'ai envie de dire que les publics, et même donc, en hospitalité, même les publics business, voulaient consommer différemment de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que la loge traditionnelle d'invitation business, corporate, comme on l'a connu, c'est plus vraiment le cas. Alors, il y a encore des marques qui en ont besoin et qui le font, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus lifestyle. Donc, on a besoin d'étonner quand on est une marque, ses invités. Et les Américains l'ont compris assez vite. Ils ont tout de suite créé des espaces collectifs dans lesquels on consomme son concert debout avec sa bière à la main. Voilà, c'est quelque chose qu'on a ramené de là-bas. Alors, pas que nous, évidemment, il y a d'autres salles qui le font. Ça, on s'est pas mal inspiré. On a aussi on a profité de la nouveauté de l'Adidas Arena pour créer un sky bar dans la salle. Ça aussi, c'est pas mal inspiré des salles américaines. Il y a quoi au Sky Bar, par exemple ? Ouais, alors le Sky Bar, c'est un espace, là aussi, collectif, qui est complètement ouvert sur la salle, qui est en hauteur, qui surplombe la salle. Et en fait, là, pareil, on a un bar et on a des petites tables accoudées vraiment à la barrière. Et on consomme son show comme ça, debout, en dansant ou en se posant sur un tabouret. Et en fait, ça aussi, c'est une autre façon de consommer qu'on sait pas mal, sur laquelle on s'est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Parce que pour bien comprendre, du coup, quand un producteur loue la salle, jusqu'où est sa limite ? C'est-à-dire qu'au niveau de la scénographie, de ce qui est mis en place, et par exemple, où vous prenez le relais sur, je sais pas, la scénographie, l'expérience, ou c'est un travail commun ? Comment ça s'organise tout ça ? Alors, évidemment, donc les producteurs, donc si on parle de concerts, les producteurs ont déjà pensé une scénographie. Le show, en fait, leur appartient. C'est eux qui le conçoivent intégralement. Quelle est la limite ? Nous, on veut qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition tout ce qui peut servir à un moment donné le show qu'ils ont imaginé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on estime être une force chez nous, c'est de ne pas donner de limite. Je parlais de la modularité des salles tout à l'heure. C'est ça qu'elle nous permet. On a des équipes aussi extrêmement expérimentées qui peuvent intégrer des tas de choses. Là, on parle de concert, mais je pense, tu parlais tout à l'heure de la BPI. Quand la BPI arrive, elle investit l'intégralité de la salle à l'Accor Arena et à l'Adidas Arena aussi d'ailleurs, parce qu'on a fait des événements là-bas avec eux. Ils vont tout transformer. Ça devient même plus reconnaissable. C'est-à-dire que à des endroits où il y a des loges, il y a des plateformes, il y a une scène centrale géante, une salle coupée en deux, selon les besoins. En scénographie de show, les concerts, c'est pareil. Il y a des scénographies extrêmement discrètes et qui jouent sur la simplicité. Et puis, il y en a d'autres fabuleuses avec des scènes qui avancent tout le long de la fosse, comme ça a été le cas du show de Lady Gaga. Donc ça, nous, on met pas du tout de limite. Où ça s'arrête, eux, ils sont chez eux dans la salle, ils sont chez eux dans les backstage. C'est eux qui maîtrisent cette partie-là. Nous, on va avoir des équipes qui les assistent sur leur installation, qui connaissent parfaitement la salle et qui peuvent leur mettre à disposition tout ce dont ils vont avoir besoin.
Et puis, on va avoir aussi des équipes qui vont gérer finalement les publics. C'est-à-dire que les publics, c'est nous qui les gérons. Donc, toute la partie sécurité, accueil, tout ça, c'est chez nous que ça se passe. Et quand vous mettez en place des expériences ou des animations, là je parle avec producteurs inclus, est-ce que vous pensez aussi un peu à la mise en scène pour que les spectateurs fassent des photos pour Instagram, TikTok ou pour le réseau en général? Est-ce que tout ça c'est pris en compte? C'est tout à fait pris en compte, puisqu'on voit bien à quel point les fans aiment partager leur expérience. J'y étais et je le partage. Donc, on crée les conditions pour qu'ils puissent justement partager cette expérience-là, parce que finalement, c'est leur vécu qu'ils ont envie de montrer et puis de garder aussi, parce que c'est ce fameux souvenir qui aujourd'hui prend la forme, en effet, de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux j'y étais. Avant, on se contentait de ramener un souvenir. Maintenant, on partage tout sur les réseaux. Mais pour autant, ça n'enlève pas la force du live, qui est ce moment quand même de reconnexion des gens, indépendamment des réseaux sociaux. J'ai envie de dire, les réseaux sociaux, c'est presque le plus qui ajoute, mais on se rend compte à quel point le live, en fait, le moment vécu est intense. Et c'est ça qu'ils ont envie de garder. Et donc, nous, on crée les conditions pour leur permettre de faire cette photo qui va bien, la partager à leur réseau. C'est un peu ça notre rôle. Et on regarde souvent, c'est vrai quand on voit des scènes un peu cultes, je sais pas, un chanteur qui va chanter une chanson phare, etc., que les spectateurs sont collés un peu à leur écran et ne vivent plus forcément l'instant présent. T'en penses quoi de ça, de ces réseaux où les gens sont tout le temps collés à faire des photos, des vidéos Moi, j'en pense que on peut pas forcément imaginer faire différemment. Aujourd'hui, l'image à travers les réseaux a pris cette place-là. Je suis pas très inquiète de ça. Je parlais du Covid tout à l'heure. Je trouve que ça a été l'occasion de se rendre compte à quel point le live avait toujours sa place et était même totalement incontournable. Quand on a privé les gens des salles au titre de garder les fonctions essentielles et mettre de côté les fonctions non essentielles, on a compris à quel point on était essentiel. C'est-à-dire que c'est un bout de la vie des gens, en fait, vivre une émotion dans une salle, et même si on a mis son téléphone devant, il y a toute l'ambiance, toute l'atmosphère, en fait, qui vous envahit. C'est pas simplement vos yeux qui regardez une scène, c'est une émulation, une connexion avec les autres qui se produit avec ou sans écran, en réalité. Et tu parlais du Covid, pour faire court sur cette partie, parce qu'elle est maintenant déjà passée longtemps. Comment vous avez réussi à la passer? Parce que du coup, pendant plusieurs mois, alors combien de temps vous avez été fermé et comment vous avez géré justement ce moment un peu compliqué? Oui, c'est une bonne question, surtout que, compte tenu de la capacité de nos salles, alors notre salle, puisqu'on a vécu le Covid, on n'avait encore que l'Accor Arena, on a été la première salle à fermer et la dernière à rouvrir. Donc on a vécu le Covid tout le long, jusqu'à la réouverture finale. Comment on l'a vécu? On a travaillé beaucoup. On a créé toutes nos activités lieux de vie pendant cette période. C'est-à-dire qu'on avait l'ambition de transformer l'Accor Arena d'un simple lieu de spectacle à un véritable lieu de vie et d'expérience. Donc tout ce que je raconte là et également toutes les activités qu'on a créées autour, restaurants, bars, Fantôme, qui est notre salle événementielle électro, ce sont des choses qui sont sorties juste après le Covid, puisque forcément, comme on est un lieu éminemment live, parfois les projets un peu plus moyen-long terme prennent un peu plus de temps, parce qu'on est tout le temps pris par les événements. Là, les événements sont arrêtés, donc on a eu le temps de travailler tout ça, de créer de nouvelles expériences. Il y a certains espaces, même hospitalité, qui sont sortis après le Covid. Je pense notamment à notre Infini Bar à l'Accor Arena, qui est l'espace de rencontre des hospitalités. On a travaillé et on a ouvert toutes nos activités de lieux de vie qui sont sorties juste après le Covid. Est-ce que maintenant vous faites aussi de la production, de la coproduction de spectacles ou de concerts ou d'événements Absolument. Pour nous, donc on a reçu et co-organisé les Jeux Olympiques à l'Adidas Arena et à l'Accor Arena.
En fait, le COJO s'est appuyé sur les équipes en place pour cette fois produire les événements, coproduire, parce que qui mieux que ceux qui connaissent parfaitement leur salle pour le faire. Donc finalement, on a appris un nouveau métier à travers ça et on a décidé de le mettre à profit et de continuer. Donc à la suite des jeux, on a commencé à coproduire ou produire nos propres événements. Donc c'est quelque chose, il y a un certain nombre de projets aujourd'hui dans les tiroirs que je ne peux pas révéler tout de suite, mais à minima, les foudres, cérémonie de remise des prix autour du métal français. C'est une cérémonie qui a vu le jour en décembre dernier et qui a extrêmement bien fonctionné. Le métal avait été remis à l'honneur au moment de la cérémonie des Jeux, notamment avec Gojira. Et on y a vu aussi une opportunité, une envie aussi dans la communauté métal d'avoir ses propres cérémonies. Ça existe sur l'urbain avec les flammes. Nous, on a créé les foudres. Donc, cette cérémonie vivra cette 2e édition en décembre prochain. Que vous faites du coup au Bataclan ? Au Bataclan, absolument. Éminemment rock, donc métal aussi. Le Bataclan, qui est donc une salle un peu culte, très culte, et comme tu le disais, plutôt très rock à l'origine. Comment on fait quand on a connu un tel drame ? Alors, on va pas revenir sur ce qui a été traité plein de fois, mais sur l'après, comment on remet en place cette salle et comment on la relance du coup ? Alors, c'est une bonne question et c'est pas forcément chose aisée. D'abord parce que à l'époque, c'est le groupe Lagardère qui avait la salle et qui a fait aussi tout son possible pour la relancer. Alors au départ, avec une programmation extrêmement diversifiée pour essayer de faire revenir des artistes et des publics, ce qui n'était pas chose aisée. Donc la suite n'a pas été simple. Nous, quand on a racheté la salle, ça a été une volonté de la ville de Paris, puisque nous, on a un actionnaire majoritaire qui est la ville de Paris et qui est aussi propriétaire des salles. On a racheté le Bataclan parce qu'il tenait à cœur à la ville de conserver et de remettre sur le devant de la scène cette salle mythique. Et on a travaillé sur ce qui faisait l'ADN de la salle. On s'est dit, au fond, cette salle, elle est connue pourquoi, c'est quoi son histoire. Et on a trouvé le rock sur le chemin, qui a été quand même une période assez importante de cette salle. Et on s'est dit, c'est formidable parce que le rock, finalement, l'esprit rock, il y a dans les valeurs du rock quelque chose de l'ordre de la transcendance qui nous allait assez bien avec l'histoire vécue de la salle. Un petit peu la vie contre la mort, la musique plus forte. Et on s'est dit, finalement, c'est aussi faire honneur et intégrer aussi, parce qu'on ne voulait pas faire de cet épisode dramatique un tabou non plus. Il est parfaitement intégré à la mémoire de la salle. Et donc, on a choisi de s'appuyer sur le rock, donc de faire venir des artistes rock, métal, mais pas seulement. L'idée, c'est l'esprit rock, donc ça peut être aussi de l'urbain avec un ton un petit peu parfois insolent, parfois un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et surtout accueillir tout le monde parce que c'est la salle pour tout le monde aussi, c'est la diversité, le Bataclan. On s'est appuyé là-dessus. Force est de constater que ça a été assez bien accueilli, y compris à l'époque par les associations de victimes du Bataclan qui ont salué ce travail-là et à qui ça tenait à cœur que cette salle continue de vivre et de résonner. Et puis, on a fait revenir progressivement, en effet, des artistes et puis des publics. Et puis, le temps passe. Et donc, de nouvelles générations aussi arrivent qui n'ont pas forcément vécu ce drame. Et donc, la salle reprend vie. Et jamais vous êtes posé la question, est-ce que c'est intéressant ou pas de changer le nom du Bataclan ? Ou au contraire, c'était de l'assumer et d'aller un peu au-delà de l'histoire On s'est posé la question, pas très longtemps. Moi, je crois beaucoup à la force des marques naturelles. C'est-à-dire que le Bataclan, c'est une salle qui a 160 ans, qui, comme je le disais, a vécu des périodes d'histoire extrêmement différentes, a accueilli de tout, en fait, du théâtre, du cinéma, de la musique, des résidences d'artistes. Ça a été beaucoup, beaucoup de choses, le Bataclan. Et à un moment donné, une marque, elle vit aussi sur ses fondamentaux. Elle s'est appelée Bataclan. Et d'ailleurs, on a creusé à l'époque, quand on a travaillé sur la marque, c'était assez rigolo. On a trouvé peut-être une 40aine de logos différents du Bataclan qui avaient traversé le temps. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait raisonnablement pas changer le nom pour effacer
un épisode dramatique, il fallait l'intégrer parfaitement dans le positionnement, il fallait l'intégrer dans l'histoire de la salle, dans sa mémoire. On trouvait que c'était pas forcément la bonne direction à prendre, non. Et aujourd'hui, vous êtes content du retour de cette salle? C'est-à-dire que vous avez à peu près les mêmes chiffres en nombre d'événements par an qu'avant le drame? Alors, on a augmenté en termes de programmation. Enfin, chaque année, on a de plus en plus de shows. On tourne à une centaine, entre 100 et 120 shows par an. On était, j'ai envie de dire, alors avant le drame, je ne sais pas forcément, mais quand on a repris la salle, on était entre 70 et 80 shows par an. Aujourd'hui, on est entre 100 et 120. Donc, c'est quand même l'indicateur qui nous laisse penser que la musique reprend son chemin dans cette salle. Ouais. La dernière naisse, du coup, c'est l'Adidas Arena. C'est vrai qu'à Paris, ça manquait d'une salle de sport comme ça. Alors, il y avait l'Accor Arena qui était un gros mastodonte, mais en tout cas, on va dire de taille intermédiaire. Comment est né ce projet et pourquoi on a mis ça en place, du coup, l'Adidas Arena? L'Adidas Arena, elle est née de la volonté au moment, à l'aube d'accueillir les Jeux Olympiques Paris 2024. On avait besoin, en fait, dans Paris, d'une salle de cette capacité. Ça n'existait pas, en fait. Cette jauge de 8000 places, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Paris. Et elle est utile, nous on s'en rend compte même à l'Accor Arena, pour un certain nombre de sports pour lesquels l'Accor Arena est déjà une jauge un peu grande. Alors on la réduit autant que nécessaire, mais c'est vrai que forcément ça intègre un certain nombre de coûts. Il manquait une salle de cette capacité, également pour la musique. Elle a été créée en effet pour les Jeux d'abord, mais on avait avec l'intention d'en faire une salle ensuite de concerts et de sport à terme, comme l'est l'Accor Arena, dans une capacité divisée par 2. Elle est née de ça d'abord. Elle est née aussi d'un projet de rénovation urbaine voulu par la ville, du quartier de la Porte de la Chapelle. Et lorsque on a été sollicité, en tout cas, on a vu passer l'appel d'offres, parce que c'était d'abord un appel d'offres, qui visait à exploiter cette salle avec et post-Jeux Olympiques. Eh bien, on a sauté sur l'occasion parce qu'on s'est dit c'est formidable, c'est vraiment le modèle qu'on veut créer, qu'on a créé à l'Accor Arena. On a transformé l'Accor Arena d'un simple lieu de spectacle à un véritable lieu de vie ouvert sur son quartier et sur la ville, avec notre mission aussi Ville de Paris. Et c'est exactement ce qu'on y a vu dans l'Adidas Arena, une vraie mission aussi sociale, de quartier, de faire vivre un quartier, de faire vivre la ville. Et pour nous, ce projet, il s'entendait avec sa salle de concert et de sport, mais aussi avec un lieu attenant qu'on était libre, pour la petite histoire, de prendre dans l'appel d'offres ou pas, et qui, évidemment, pour nous, était une condition absolue pour laquelle on participait à cet appel d'offres. Un lieu de vie qui vive, en fait, en dehors des shows, indépendamment des shows, qui soit ouvert sur sa ville et qui ait sa propre programmation d'activités. Et il ouvrira bientôt, et ça s'appelle Centrale Chapelle. Et c'est un lieu de vie ouvert sur son quartier, dans lequel on trouvera des animations, des activités, du F&B, et aussi de la programmation concert, puisque dès le mois d'avril, il y aura des concerts aussi, dans une toute petite salle, évidemment, à côté des autres, dans cet espace-là. Et c'est un lieu attenant directement à l'Adidas Arena. Donc, mission aussi, lieu de vie pour l'Adidas. C'est notre modèle, c'est celui qu'on exploite chez Paris Entertainment Company, c'est de construire des véritables lieux de vie autour de salles de spectacle mythiques. L'Adidas Arena a été mythique dès sa naissance grâce aux Jeux Olympiques. Et donc, elle peut véhiculer parfaitement le modèle. Ça, c'est un peu la force. C'est-à-dire que quand tu parles beaucoup d'expérience, donc quand tu crées une expérience à l'Accor Arena, tu dois évidemment faire avec les contraintes et les avantages de la salle. Alors que sur l'Adidas Arena, du coup, vous avez pu anticiper un peu toutes ces expériences pour ensuite construire le lieu par rapport aussi tu parlais de tous les lieux de vie, de tout ce qui était mis en place justement pour faire une véritable expérience aux spectateurs, du coup. Oui, absolument. Oui, c'était la force, c'était un peu la page blanche, l'Adidas Arena. Donc, on l'a construit. Nous, ça a duré 4 ans entre le moment où on a décidé de répondre à cet appel d'offres et d'exploiter cette salle et le moment où elle est née.
où elle s'est ouverte. C'était 4 ans de gestation pour nous. Et on l'a intégralement conçue, construite dans ses moindres détails. C'est-à-dire qu'on est parti de, comme on crée un enfant presque, avec son identité, avec la manière dont ça va s'incarner, dans le design des lieux, dans les offres qu'on va mettre en place, dans les services qui vont être là. Tout a été conçu depuis l'origine. Donc, de ce point de vue-là, oui, clairement, c'était la copie blanche. Et pour la partie lieu de vie qui, pour nous, était indissociable du projet, on avait la chance formidable d'avoir un espace de 1500 mètres carrés attenant à la salle qui allait nous permettre de le faire. Là où pour l'Accor Arena, qui avait quelques années, il fallait le construire sur la base de ce qui existait déjà. Donc, ça s'est construit autour. Mais là, on avait un lieu pour ça. Et donc, tout a été créé sur cette base-là. Et une fois que les architectes qui ont construit et le promoteur qui a construit la salle l'a livré, nous, on s'est attelés à tirer le fil rouge de l'histoire qu'on racontait autour de l'urbain dans cette salle. Et on a fait intervenir des artistes, des scénographes, pour que tout le parcours transpire finalement cette identité et cette âme, ce ton qu'on avait voulu donner à la salle. Alors, tu parles beaucoup de ces salles comme un lieu de vie, notamment dans le quartier. Comment on intègre le fait d'en faire un lieu de vie ouvert au voisinage, en quelque sorte ? Alors, on travaille avec la ville, avec la mairie du 18, beaucoup sur ces sujets-là. Lorsqu'on a ouvert la salle, on a livré des clés symboliques dans le quartier pour dire cette aréna, c'est la vôtre. Bienvenue dans votre aréna, bienvenue chez vous. Et ça, on essaye de continuer de le déployer. Alors, comment ça se traduit ? Alors, ça se traduira d'autant plus bientôt, en effet, avec l'ouverture de Centrale Chapelle qui permettra à tout un chacun de venir profiter de différents loisirs pendant son week-end, les mercredis, les familles, les jeunes du quartier et tous ceux qui auront envie aussi de le vivre venant de Paris. On a aussi des gymnases à l'intérieur de ce lieu qui sont mis à la disposition des écoles, des clubs, de l'université, puisqu'en fait, sur la zone de rénovation urbaine dont je parlais, il y a l'université Condorcet qui a ouvert au mois de janvier. Donc, on va avoir beaucoup d'étudiants qui vont fréquenter cette salle. En fait, ça a créé une nouvelle zone un peu d'attractivité et de vie dans ce quartier. Et ça va complètement voir le jour, en effet, sous peu, à l'ouverture de Centrale Chapelle. Et toi, du coup, qui as dû voir beaucoup de spectacles au pluriel, que ce soit sport, musique et autres, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus qu'un autre en termes, je sais pas, de scénographie, en termes d'ambiance, en termes d'expérience Oui, forcément. Forcément, après, on est marqué aussi souvent par les choses un peu plus récentes sur cette saison, dans des registres différents. Lady Gaga était dingue. 4 shows dantesques, du spectacle incroyable, une voix incroyable, une authenticité aussi chez l'artiste. Donc ça marque forcément. Ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup ces dernières années, aussi cette recherche d'authenticité chez les artistes pour les fans. Très récemment, Rosalia. Rosalia parce que ce qui était un peu différent, même si il y avait certains points communs, c'est que c'était quand même un vrai concert, mais avec là aussi quelque chose de très authentique, de très fort, un vrai moment d'émotion. Sur le sport, évidemment, la fierté d'avoir été les premiers en France à accueillir la NBA. Les matchs de NBA ont été des moments incroyables. Les Jeux Olympiques, le basket, la gym au JO, avec des finales françaises sur le basket. Et puis, tous les Américains venus voir ça, qui ont débarqué aussi à l'Accor Arena. Ça, c'est des moments extrêmement, extrêmement forts qu'on vit à chaque fois. Et j'ai envie de dire, sans qu'un concert ou un événement sportif vienne chasser l'autre, on a comme ça des moments qui nous marquent et qui restent. Mais on en vit tellement que finalement, au fur et à mesure, on en met des nouveaux dans le classement. Et est-ce que tu as eu une rencontre, je sais pas, avec un sportif, un chanteur, une chanteuse qui t'a marqué spécialement je sais pas, tu t'attendais à quelque chose et tu as découvert une autre personne, par exemple ? Alors, ça, c'est difficile à dire parce que on
on laisse globalement quand même les artistes vivre leur propre parcours. Et c'est vrai qu'on évite de se mettre trop sur ce chemin-là. Nous, on joue notre rôle alors en coulisses, pas en coulisses, mais dans nos propres coulisses. Donc, on va pas forcément au-devant pour les rencontrer. En revanche, on essaye de créer des choses aussi avec eux en mettant à disposition des objets ou des choses à signer qu'on garde, nous, dans nos archives, dans notre muséo de salles. Après, on les croise fatalement. Je parlais du basket tout à l'heure. C'est des légendes du basket qu'on croise dans l'ascenseur. Alors il y a un moment rigolo il y a quelques années sur les concerts d'Orelsan où on entre dans l'ascenseur et Orelsan était là, notre directeur général était là, donc il tend la main et il se présente et Orelsan lui tend la main également et lui dit Orelsan, enchanté. Donc c'est assez rigolo ces moments-là parce que finalement c'est le réel et la starification qui se rencontrent mais de façon assez naturelle. D'ailleurs, on sera au concert. J'ai pris une place pour le Bercy. Il en fait 13 de mémoire, je crois. Oui, c'est ça. Je me demande s'il n'y a pas eu des dates qui se sont rajoutées, j'ai cru. Oui, il y a eu 2 dates qui se sont rajoutées. Oui. Qui a fait complet. Comment on peut sans cesse innover dans des salles de spectacle ? Et est-ce que vous avez déjà une visibilité, une vision ou un projet de ce que pourraient être les 3 salles dans 3 à 5 ans, par exemple ? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on essaye de se projeter, mais on est aussi dans des métiers où, comme je le disais, le live est là tout le temps et on est tout le temps en train de préparer l'événement d'après. Là, pour vous dire la vérité, on est en train de se projeter sur l'événement Sumo, puisqu'on va accueillir les Sumo à l'Accor Arena au mois de juin. Le sport japonais. Oui, exactement. Sport japonais et donc dieux japonais qui ne se sont pas déplacés hors de leur pays depuis 30 ans. Et ils ont choisi l'Accor Arena, donc là aussi, on est très fiers. Et c'était déjà à l'Accor Arena, qui s'appelait Bercy à l'époque, qui s'était produit la dernière fois. Donc, on accueille ça comme un événement un peu historique chez nous. Donc, j'avoue que finalement, on est sur un temps un petit peu plus court que le 3 à 5 ans. Et puis là, globalement, on va faire ce travail. On va, ces prochains mois, se projeter un peu sur un cap à 2030, construire un petit peu notre nouveau cap stratégique, challenger un petit peu nos axes de développement parce que on est dans un univers où ça bouge aussi tout le temps. Le marché bouge beaucoup. L'actualité l'a montré ces derniers temps, avec des rachats de salles, avec des producteurs qui se positionnent, avec tout ça. Donc, les cartes bougent et nous, on tâche aussi de toujours garder le rythme et peut-être un coup d'avance. Donc, on y travaille. On travaille à 2030. Et il n'y a pas un projet, justement, vous, de racheter ou d'être racheté ou de vous associer avec des producteurs de spectacles comme ça commence un peu à se faire? Alors, on réfléchit. Après, aujourd'hui, nous, on est une société d'économie mixte pour le modèle. Donc, actionnariat majoritaire Ville de Paris, comme je le disais. Et on a déjà un producteur aussi dans notre univers, puisque le deuxième actionnaire est AEG, le producteur de spectacles. Mais on ne s'interdit rien, on regarde. Et comme je le disais, ces prochains mois vont être assez décisifs là-dessus. On va se projeter un peu sur la suite. Merci Laetitia de nous avoir partagé ton expérience et de nous avoir fait découvrir ces 3 lieux magnifiques. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.